Oui, monsieur Torres, pardon. Hannah Arendt, est une auteure qui est née en Allemagne en 1906 et morte en 1975. Et comme vous le savez, elle a suivi le procès Eichmann au début des années 60 à sa demande pour ce journal, le New Yorker. Il faut pousser fort. Bonjour. Donc Hannah Arendt est une auteure qui n'est pas qu'on dise qu'elle était allemande, mais qui était née en Allemagne, donc elle a eu la nationalité allemande au départ, et qui ensuite a dû fuir l'Allemagne, qui a été mise en camp, etc., qui a réussi à gagner les États-Unis, qui est restée apatride pendant quelques temps, et enfin qui a eu la nationalité états-unienne au bout de nombreuses années. Et donc elle a demandé, c'est elle-même qui a demandé à suivre le procès Eichmann au début des années 60, et ça a donné donc, comme vous savez, le livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Avec le sous-titre Essai sur la banalité du mal. Et à partir de là, à partir de cette date, enfin notamment à partir de cette date-là, elle a réfléchi sur la notion de jugement, sur le fait de juger, et en s'inspirant beaucoup de la philosophie de Kant, en s'inspirant bien sûr en particulier de la troisième critique, donc la critique de la faculté de juger, la critique de la faculté de juger, qui est donc la troisième critique, après la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, et donc la troisième critique de la faculté de juger qu'on appelle aussi critique du jugement. Donc elle s'est inspirée de des thèses de Kant pour écrire pour réfléchir sur la notion de juger. Et le problème, c'est qu'elle est morte avant d'avoir fini d'écrire son ouvrage. Donc l'ouvrage qu'elle avait prévu d'écrire, qui s'appelait donc La vie de l'esprit. Donc, elle voulait publier La vie de l'esprit. Qui devait comporter 3 volets, mais elle n'a pas pu le finir. Et donc, elle voulait donc réfléchir sur la notion de penser, vouloir et juger. Chaque notion, c'était un volume particulier. Donc, que veut dire penser, que veut dire vouloir et que veut dire juger. Et donc, de façon posthume, il y a eu quand même un ouvrage qui est paru, qui s'appelle donc Juger, et qui est paru en 1982. Parce qu'il y avait une étudiante dont elle était proche qui a pu recueillir ce qui avait été écrit, et comme ça a pu permettre d'avoir quand même un texte à partir des choses qu'elle avait écrites. Donc, oui. Eichmann à Jérusalem, c'est en quelle date? Alors, Eichmann à Jérusalem, c'est en 1964. Et donc, on pense bien mettre les deux N à Eichmann. Le prénom d'Eichmann, c'était bien sûr Adolphe. Mais le titre, c'est Eichmann à Jérusalem. Et on en avait parlé déjà précédemment pour dire que donc, le sous-titre « Essai sur la banalité du mal », ça n'indique pas que Eichmann a fait des choses banales, pas du tout, bien sûr, parce que parfois il y a des polémiques là-dessus, mais ça veut dire qu'elle l'a fait d'après elle, dans une certaine banalité, de façon banale, pour faire des choses extraordinaires, et extraordinaires dans le mauvais sens du terme, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais des choses bien sûr absolument terribles. Donc, elle a fait paraître cet ouvrage Juger qui repose pour une grande part sur la réflexion au sujet de
la philosophie de Kant. Alors, oui. C'est pas un rapport sur la banalité du mal? Alors, il y a plusieurs traductions. C'est traduit de l'allemand, donc on peut effectivement traduire par rapport sur la banalité du mal. Rapport sur la banalité du mal, tu as raison. Oui. Le livre Juger, il reprend les idées de la vie de l'esprit qui n'a pas été... Alors voilà, c'est ça. La vie de l'esprit, ça devait comporter 3 thèmes. Donc penser, vouloir, juger. Et donc les 2 premiers tomes, comme ils étaient plus avancés, c'était le début, donc c'est le plus avancé, donc c'est paru un peu plus tôt. Mais de toute façon, c'est paru de façon posthume. Et donc le dernier à apparaître, c'était celui Juger, qui était le 3e chapitre, normalement, qui aurait dû être le 3e chapitre de l'ouvrage qu'elle avait prévu, La vie de l'esprit. Et donc, dans ce qui reste de ce, même si c'est inachevé, il y avait quand même bien sûr beaucoup de choses qui étaient déjà rédigées. Donc dans cet ouvrage, elle dit bien le choc qu'elle a eu en assistant à ce procès, donc qui a duré assez longtemps. Donc elle est venue de New York exprès et comme envoyée spéciale pour son journal. Et donc elle relate le choc qu'elle a eu lors de ce procès. Alors bien sûr, ce procès était tout à fait dramatique puisqu'il y avait des survivants qui étaient, comme ça a eu lieu à distance de l'événement, mais quand même relativement proche de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait des survivants qui étaient présents, qui sont venus témoigner en tenue de déportés, pour certains, et les témoignages étaient très dramatiques. Certains témoins avaient du mal à s'exprimer tellement ils étaient pris par l'émotion en parlant des personnes de leur famille ou leurs co-détenus qui avaient disparu. Donc le procès a été il y avait des grandes tensions. Le public également était très, très ému, donc il fallait essayer de maintenir le calme dans la salle. Et ça s'est accompagné de polémiques, puisque la thèse d'Anna Arendt sur la banalité du mal a été critiquée par ses collègues philosophes, qui étaient très amis aussi. Donc elle était dans un milieu d'intellectuels exilés d'Allemagne, donc qui étaient germanophones. Alors certains refusaient de parler et d'écrire en allemand et de publier les textes qu'ils avaient rédigés en allemand antérieurement à la guerre. Donc elle a dû apprendre l'anglais et faire paraître ses livres en anglais. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas elle était dans un milieu où il y avait beaucoup de juifs allemands, de juifs d'origine allemande, qui étaient exilés aux États-Unis. Et il y avait un dialogue autour de la façon dont on doit justement juger les criminels de guerre et surtout les criminels contre l'humanité. Alors, vous savez comment se définit le crime contre l'humanité? Il y a les crimes du droit commun, la prescription pour les crimes du droit commun, on l'a dit en cours, on ne l'a pas dit. Les crimes de droit commun, donc le meurtre, le viol, l'assassinat, oui. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Voilà, la spécificité juridique des crimes contre l'humanité, c'est qu'ils sont imprescriptibles. Donc les crimes de droit commun, il y a une prescription en droit français pour chaque délit. Pour les délits les moins graves, c'est 5 ans. Et ensuite, pour les crimes les plus graves, c'est... alors, il y a 20 ans, la prescription était auparavant de 10 ans pour les meurtres. Et maintenant, elle a été limitée depuis quelques années à 20 ans. Et sachant que pour ce qui est des viols qui sont des crimes dans le droit français, quand il s'agit de pédocriminalité, eh bien, la prescription commence à courir à partir de la majorité de la victime ou des victimes. Donc à partir du moment où les victimes ont 18 ans, la prescription commence à ce moment-là et pas à l'âge où les faits ont été commis. Et ensuite, cette prescription, elle est portée à 30 ans. Donc pour les faits exceptionnellement graves, il y a certains faits particulièrement graves, on estime encore plus graves que le meurtre, qui sont dans la prescription de 30 ans. Donc il y a les actes pédocriminels, mais également les actes terroristes, également le trafic en bande organisée, le trafic de stupéfiants. Alors on peut se dire c'est bizarre, il vaut mieux trafiquer de la drogue plutôt que de tuer quelqu'un, mais c'est parce qu'on estime que les trafiquants de drogue sont amenés à tuer des gens et à torturer des gens. Voilà, c'est une activité tellement grave, tellement rémunératrice qu'il y a des enjeux, et donc c'est pourquoi la prescription est la plus longue. C'est rangé parmi les crimes les plus graves. Donc, le crime contre l'humanité, c'est le seul crime dans le droit français qui est imprescriptible, donc qui n'a pas de prescription. Ça veut dire qu'on peut toujours le poursuivre, même après des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'en
même encore maintenant, alors maintenant les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale sont quasi tous morts, mais il y a encore tout récemment des gens de plus de 90 ans qui ont été condamnés parce qu'on les a découverts tardivement et pour leur activité de gardien de camp par exemple et de leurs exactions faites quand ils étaient gardiens de camps de concentration, on les a condamnés alors même qu'ils étaient parfois vraiment dans un état de santé très très délabré et donc ils étaient extrêmement âgés, mais il n'y a pas de prescription. Ce qui est une curiosité juridique parce que la définition du crime contre l'humanité a été établie après les faits, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc normalement, on ne peut les lois ne sont pas rétroactives. Hein, ça semble logique. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, une loi elle ne commence à pouvoir s'appliquer qu'à partir du moment où elle est édictée. Alors, ça semble logique. C'est-à-dire si vous faites un acte aujourd'hui, et si c'est interdit par la loi à partir de demain, on ne peut pas vous punir pour ce que vous avez fait aujourd'hui puisque c'était autorisé. Donc ça, c'est logique. Les lois ne sont pas rétroactives, sauf celle-là, le fait que sauf les crimes contre l'humanité, leur spécificité, c'est que non seulement ils sont imprescriptibles, mais en plus la loi s'applique de façon rétroactive, c'est-à-dire même les actes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale sont punissables sous le coup de cette répression des crimes contre l'humanité, alors même que la loi a été passée après la Seconde Guerre mondiale, après les faits en question. Oui. Je vois vraiment, par exemple, les différences entre les crimes de l'humanité et les crimes de guerre, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il peut y avoir les deux en même temps. Absolument. Les crimes de guerre, eux, sont prescriptibles, et les crimes contre l'humanité ne le sont pas. Alors, bien sûr, on peut commettre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des crimes de guerre, y compris de la part des Alliés, il y a des crimes de guerre qu'on peut caractériser comme ça. Et crimes contre l'humanité, quelle est la différence alors? Alors, un crime de guerre, c'est un crime qui est fait dans une action guerrière. Et donc il y a des choses qui sont interdites par des conventions internationales, comme le fait de tuer des prisonniers, de tuer des gens qui se rendent, de tuer des prisonniers, ou de viser délibérément des civils. Tout ça, c'est considéré comme crime de guerre. Torturer des prisonniers également. Il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme crimes de guerre. Mais crime contre l'humanité, quelle est la définition du crime contre l'humanité? C'est viser quelqu'un en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique. Donc, c'est quelque chose contre lequel la personne ne peut rien, c'est-à-dire il appartient à ce groupe-là, alors que cette appartenance soit réelle ou supposée. Hein. Si on pense que quelqu'un est juif et n'est pas juif, ou si quelqu'un est réellement juif, du moment qu'on le vise parce qu'on pense qu'il est juif, ça se range sous le crime contre l'humanité. Et donc, le crime contre l'humanité, ça consiste à chercher à tuer les personnes qui appartiennent à ce groupe, à à supprimer l'existence de ce groupe. Et ça passe donc soit par le meurtre des personnes qui appartiennent à ce groupe, soit par la stérilisation forcée, avortement forcé, stérilisation forcée, donc tout ce qui peut essayer d'empêcher l'existence d'un groupe ethnique particulier. Donc ça, c'est considéré comme un crime contre l'humanité, et ça vise les personnes non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont. Alors, il y a d'autres cas où on peut viser quelqu'un pour ce que la personne est, comme si la personne, en fonction de l'orientation sexuelle d'une personne, par exemple, mais ça, c'est pas considéré comme un crime contre l'humanité. C'est la définition juridique, c'est vraiment l'origine de la personne. C'est pas son orientation sexuelle, parce qu'on pourrait dire aussi que ça fait partie de ce qu'elle est et elle n'a pas choisi, mais ça ne rentre pas dans le cadre de crime contre l'humanité. Voilà, c'est la spécificité de cette convention internationale-là. Donc, Hannah Arendt a assisté à ce procès, et elle a insisté pour dire que beaucoup de gens, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient fait des actes extraordinaires, donc qui sortent de l'ordinaire, mais pour elle, ils les ont fait d'une façon ordinaire, et donc dans une certaine banalité. Et donc c'est pourquoi il y a eu beaucoup de tensions, puisqu'elle a été accusée d'excuser ces actes. Et donc ça correspond à un sujet de dissertation qu'on a vu, de concours blanc même, sur comprendre ou juger, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'elle comprenait trop en fait les motivations des actions d'Eichmann, et que ça allait risquer de l'excuser. Alors, on sait qu'Eichmann, en réalité, cherchait à se présenter comme n'étant pas réellement antisémite, et on sait qu'Hannah Arendt a visiblement cru ce que disait Eichmann sur ce point. Visiblement, pour les historiens qui ont bien regardé les faits et les témoignages, visiblement c'était faux. Eichmann manifestait une satisfaction d'éliminer les juifs, et manifestait une réelle volonté propre, personnelle. C'était pas uniquement pour obéir aux ordres, mais lui il s'est défendu. Donc c'était quelqu'un de très méticuleux, de très
va dire que c'est un peu la caractéristique des Allemands d'être méticuleux, méthodiques, rigoureux, etc. Mais en tout cas, lui, il était particulièrement méticuleux, presque obsessionnel, et donc il se défendait pied à pied pour chaque accusation, alors même qu'il était accusé de quelque chose de terrible, puisqu'il a contribué, donc vous vous souvenez, il était à la tête de la logistique, c'est-à-dire de toute l'organisation de ce qui avait été appelé à la conférence de Wannsee, ce qui avait été appelé, pardon, la solution finale, voilà, absolument. Ça avait été appelé la solution finale, mais c'était bien explicité, il s'agissait d'exterminer le peuple juif, comme s'il disparaissait dans la nuit et le brouillard. Ça avait été dit explicitement. Donc, nuit et brouillard, ça se dit, bien sûr, en allemand, Nacht und Nebel. Donc, comme si ce peuple disparaissait dans la nuit et le brouillard, donc il fallait le faire disparaître, et le faire disparaître physiquement. Donc, ça avait été décidé à la conférence de Wannsee, qui est une bourgade, qui est un quartier de la banlieue de Berlin, mais la banlieue de chic. Donc, c'était des dignitaires allemands qui s'étaient réunis à la fin de 1942 dans une grosse villa, cossue, près d'un lac, un lac. Et donc, ils s'étaient réunis pour décider de la conduite à adopter, sachant que Hitler lui-même n'était pas présent et que Hitler n'a pas donné de consignes écrites pour dire qu'il fallait exterminer les Juifs. Donc, comme le font certains dictateurs, il ne donnait pas de consignes précises, il donnait des impulsions et il attendait que ses interlocuteurs devinent ce qu'il voulait dire et devancent un peu ces deux idées. Oui. Est-ce que dans une copie, on peut expliquer tout ça ou ce serait trop historique? Alors là, j'explique, mais on peut dire la conférence de Wannsee, oui, on peut dire, voilà, on peut faire... Alors moi, j'explique bien pour pas qu'il y ait de malentendu, c'est pas la peine de tout expliquer, mais on peut faire référence à ces faits-là, oui, tout à fait. Donc, et donc Eichmann avait été placé à la tête de la logistique, donc de la solution finale. C'est-à-dire qu'il devait acheminer les populations exterminées, alors qui étaient principalement les juifs, mais également les tziganes, et puis également les homosexuels, il y avait plusieurs catégories, bien sûr, les malades mentaux, etc., les handicapés, mais donc numériquement ça représentait principalement les juifs, donc il devait les acheminer et également trouver la solution pour les exterminer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc lui a argumenté en disant qu'il était choisi pour son efficacité, ce qui est vrai qu'il était très, très rigoureux, très efficace, mais pas pour ses convictions. Et il prétendait avoir essayé de démissionner et que Hitler aurait refusé sa démission, mais ce qui était invérifiable. Et donc il prétendait avoir vu l'extermination, puisque les chambres à gaz étaient munies d'un petit dispositif où on pouvait regarder un petit hublot. Et donc il prétendait avoir regardé ce qui se passait dans une chambre à gaz, avoir été horrifié et avoir voulu démissionner. Et ça ne correspond pas avec le témoignage de certaines personnes qui avaient pu échapper à la déportation en montrant un Ausweis, donc une autorisation, un laissez-passer, et où Eichmann avait répondu « on vous aura la prochaine fois », donc avec une certaine animosité, et en montrant bien qu'il était satisfait s'il pouvait déporter les gens. Donc Hannah Arendt a été accusée de chercher à comprendre les motivations d'Eichmann et des autres criminels contre l'humanité également. Et donc, en cherchant à les comprendre, en fait, de les excuser. Alors, le mot excuser, ça vient de en latin qui veut dire hors d'eux. Nous, on pense que ça veut dire avant, mais au départ, c'est spatial, c'est hors d'eux. Et causa, la cause, bien sûr, en latin, tout ça. Et donc, excuser quelqu'un, c'est le mettre hors de cause. Et donc, ça revient à le disculper. Donc, disculper. Dis, donc une négation, et culpa, la faute, en latin. Donc, disculper quelqu'un, c'est dire que ce n'était pas de sa faute. Donc, normalement, c'est pas la même chose de s'excuser ou de demander à quelqu'un de nous excuser et de demander pardon. Si on demande pardon, on dit qu'on est responsable et qu'on demande qu'on nous remette notre offense, notre faute. Et si on s'excuse, on dit que ce n'était pas de notre faute. Et donc, Hannah Arendt a été considérée par ses collègues qui étaient eux aussi, dont la famille avait aussi été souvent exterminée, etc., dont les proches avaient été exterminés. Elle a été accusée de chercher à disculper Eichmann et également tous les artisans de la solution finale. Et Hannah Arendt, elle, essayait d'expliquer le rôle agentique
de ces personnes. Ils s'étaient placés dans une situation agentique, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus des simples agents sans réfléchir à leurs actes. Donc, alors, encore une fois, Hannah Arendt n'excuse pas la gravité, enfin, ne minimise pas la gravité de ce qui s'est passé, et dont elle a failli être victime, et son mari aussi, son premier mari. Donc, elle n'excuse pas, mais elle estime qu'il y avait un manque de réflexivité, en fait, et qu'il faut en tenir compte dans le jugement. Alors, il est vrai que Eichmann a été finalement retrouvé en Amérique du Sud. Eichmann a été retrouvé, il a été donc jugé, condamné à mort et exécuté. Ses cendres ont été jetées à la mer pour pas qu'il y ait de commémoration, d'hommage rendu, et ils ont été jetés à la mer au-delà des eaux territoriales d'Israël, avant de ne pas souiller le territoire israélien. Mais les analyses d'Hannah Arendt portent également sur toutes les personnes qui ont contribué à la solution finale et qui sont extrêmement nombreuses en Allemagne, puisque ça va du conducteur du train aux gens qui ont permis de construire les camps, qui ont livré les économies de gaz qui avaient une extermination. Et donc, on sait très bien qu'il y a eu statistiquement, peu de personnes qui avaient contribué à tout ça ont été punies, ce qui a fait que la génération d'après a eu un gros malaise et qui s'est traduit par l'art de la génération d'après. Oui. Oui, Eichmann était israélien. Vous avez parlé des eaux territoriales d'Israël. Alors, Eichmann, il n'était pas du tout israélien, il était allemand, mais vous savez, il avait pu échapper, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de SS et de nazis, il avait pu s'échapper avec tout un parcours précis, et sa famille avait pu le rejoindre, et il s'était retrouvé donc en Amérique latine, en Argentine, et sous une autre identité, il avait juste changé de nom, il travaillait, il avait sa femme, ses enfants, et il a été retrouvé parce qu'il a offert des fleurs à sa femme pour son anniversaire de mariage. Donc, du coup, on a pu savoir que c'était le même anniversaire de mariage qu'Eichmann, parce qu'on n'était pas sûr que ce soit lui. Les services secrets israéliens ont essayé de l'appréhender, mais on n'était pas sûr que ce soit lui. Et en fait, il a été reconnu, curieusement, par un ancien déporté, par un survivant de la Shoah, qui était aveugle. Alors, on va dire c'est étonnant qu'un aveugle ait pu reconnaître quelqu'un. Et donc, effectivement, c'est parce que la fille de ce survivant a été, en couple, enfin, c'est peut-être, en tout cas, on va dire des dates parce que ce serait peut-être anachronique. En tout cas, bon, le fils d'Eichmann et la fille de ce déporté étaient amoureux, et donc c'est comme ça qu'elle a pu dire à son père des détails sur la vie de famille d'Eichmann, et qui ont fait que le Mossad, donc les services secrets israéliens, sont allés l'attraper. Et comme l'Argentine n'extrade pas, il n'y a pas de convention d'extradition, c'est pour ça qu'ils avaient choisi des pays d'Amérique latine, pour pas qu'on puisse les extrader. Et donc, ils l'ont enlevé Eichmann en le droguant pour que dans l'avion, il ait l'air sous, pour pas qu'il se rebiffe. Et donc, ils l'ont emmené à Jérusalem. Donc, il a été jugé à Jérusalem. Il s'est défendu en disant, écoutez, si vous ne me condamnez pas à mort, je vais aller dans les écoles pour dire que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je vais expliquer que j'ai compris et qu'il ne faut pas le faire. Mais il a quand même été condamné à mort, pendu. Et c'est pour ça que, comme il était condamné à Jérusalem, à mort, et après, ils ont voulu se débarrasser de son corps sans le laisser en Israël pour pas souiller le sol, et sans faire un tombeau pour pas qu'il y ait peut-être des SS ou des nostalgiques du Troisième Reich qui viennent. Et donc ils ont dispersé ces eaux dans la Méditerranée, ces cendres dans la Méditerranée, mais pas dans leurs eaux territoriales. Et donc toujours est-il que en fait l'analyse d'Hannah Arendt pourrait convenir pour beaucoup de personnes qui elles aussi n'ont pas vraiment été jugées à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui a beaucoup posé problème aux générations suivantes, c'est qu'ils se sont aperçus que leurs pères, leurs oncles, les gens qui étaient même à la tête des entreprises, même qui étaient parfois magistrats, avaient commis des crimes terribles et n'avaient pas été jugés. Seulement une minorité de personnes ont été jugées. Donc, ce que dit Hannah Arendt et qui est sans doute plus valable pour effectivement tous les secrétaires, tous les chauffeurs, tous les conducteurs de train, etc., c'est qu'ils l'ont fait comme si c'était leur travail habituel, alors que ce n'était pas du tout habituel. Et donc on peut dire qu'ils ne savaient pas. Alors certes, l'information n'était pas forcément divulguée totalement, mais malgré tout,
les déportés disent eux-mêmes que quand ils étaient dans le train, beaucoup de gens leur faisaient un signe, quand ils étaient en train d'aller vers les camps de la mort, beaucoup de gens leur faisaient un signe qui, alors, soit un signe hostile, soit un signe pour les prévenir qu'ils allaient mourir. Donc il y a beaucoup de gens quand même qui étaient au courant qu'il y avait une extermination qui était en cours. Donc on ne peut pas non plus minimiser beaucoup d'industriels qui ont utilisé cette main-d'œuvre déportée et des firmes qui sont toujours en activité actuellement et qui ont bénéficié d'une main-d'œuvre presque gratuite, louée par les SS en réalité. Donc, ce procès l'a poussé à réfléchir davantage sur la notion de jugement et à réfléchir sur la philosophie de Kant et sur sa réflexion sur le jugement. Alors, l'analyse donc de Hannah Arendt, c'est que Eichmann a commis des crimes de masse, à une échelle inédite, mais elle dit que pendant le procès, il décrit ses crimes de façon très froide, très administrative. Et donc ça, on peut le voir facilement dans le film qui s'appelle Un spécialiste, qui est un film issu d'images d'archives, puisque tout le procès a été filmé. Et comme le procès a duré plusieurs semaines, mais il a été condensé sous la forme d'un documentaire, un film documentaire. Ce film a été réalisé par Ronnie Broman, qui est un médecin qui était à l'époque... Et... Oui, c'était le président de Médecins sans frontières, absolument, oui. Et Yann Sival, qui lui est un réalisateur. Donc, à tous les deux, ils ont fait ce film Un spécialiste. On voit Eichmann se défendre. On voit les témoins qui s'effondrent, qui pleurent, etc., et qui accusent Eichmann. Et Eichmann qui est très froid et qui se défend pied à pied pour chaque détail en disant non, là on m'a donné telle consigne, etc. Et donc, Hannah Arendt s'appuie sur Kant et Eichmann aussi s'appuie sur Kant. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant de sa part. C'est que Eichmann s'est défendu en prétendant qu'il avait voulu appliquer la philosophie de Kant. Alors bien sûr, c'est totalement faux, puisque Kant ne dit pas du tout qu'il faut exterminer les gens. Et donc la philosophie morale de Kant interdit totalement de faire ce type de crime-là. Donc la philosophie de Kant, au contraire, repose sur le respect de la personne humaine, et donc il ne faut pas du tout utiliser autrui comme une fin, comme un moyen. Il faut toujours respecter le fait qu'autrui est une fin en soi. Donc une personne est une fin en soi, que ce soit d'ailleurs autrui ou nous-mêmes, il faut toujours respecter le fait que nous sommes une fin en soi et ne pas nous traiter comme un moyen. Donc ça interdit le suicide, ça interdit l'assassinat, ça interdit beaucoup d'actes qui consistent à utiliser autrui pour nos propres fins. Donc, Eichmann s'est réclamé de Kant en disant qu'il avait promis, qu'il avait juré obéissance au Führer, ce qui est vrai, puisque tous les fonctionnaires, donc le Führer, qui veut dire le chef, le conducteur, tous les fonctionnaires devaient prêter obéissance et faire un serment personnel à Hitler, pas un serment à la Constitution, par exemple, comme aux États-Unis, ou pas un serment. Ils devaient promettre d'obéir à Hitler. Donc, Eichmann a dit j'aurais voulu désobéir, mais je ne pouvais pas parce que j'étais tenu par ma promesse. Donc, si j'avais rompu ma promesse, j'aurais fait un. C'est une forme de mensonge, en fait, contre une promesse. Le mensonge, ça peut être à un instant T, je dis quelque chose que je sais être faux, ou bien ça peut être différé, c'est-à-dire j'ai promis quelque chose et après je ne le tiens pas. Donc dans ce cas-là, j'ai peut-être pas menti en faisant la promesse, mais je vais rétrospectivement me faire mentir moi-même en ne tenant pas la promesse. Donc il s'est réclamé de Kant en disant c'était parce que la philosophie de Kant interdit le mensonge et je ne pouvais pas me délier de ma promesse puisque j'ai essayé de démissionner, je n'ai pas pu. Et donc il s'est réfugié, il a prétendu de façon fausse s'appuyer sur la philosophie de Kant. Alors, bien sûr, c'est une défense qui n'était pas du tout, valable, qui ne convenait pas. Et donc Hannah Arendt, elle, va réfléchir, donc réinterpréter la philosophie kantienne sur la faculté de juger, sur la philosophie, sur le fait de juger. Alors, que va-t-elle dire sur ce point? Alors déjà, elle va reprendre chez Kant l'idée que le jugement, c'est une faculté autonome, qui est distincte, qui n'est pas la même que la faculté de penser, ni que la faculté de vouloir. Justement, c'est ces deux premiers chapitres.
Donc il y a la faculté il y a la faculté donc, de penser, la pensée, il y a la faculté de vouloir, la volonté, et il y a le jugement. Et pour elle, c'est une faculté autonome. C'est une faculté autonome. Alors, là, elle se focalise vraiment sur le jugement réfléchissant. Le jugement déterminant, c'est de l'ordre de la connaissance. On avait parlé de ça. Donc, jugement déterminant. C'est de l'ordre de la connaissance. Je vais ranger donc un objet sous une règle qui existe déjà, qui préexiste. Et donc là, je vais avoir une connaissance, je vais avoir la connaissance que cet objet, que cette proposition est vraie, que cet objet se range bien sous ce concept-là. Alors, le vouloir, ok, ça c'est la liberté, mais le jugement sur lequel elle se focalise, c'est vraiment le jugement réfléchissant, qui a sa propre autonomie, puisque vous vous souvenez, le jugement réfléchissant, ça veut dire que chaque objet va créer la règle sous laquelle il se range. Et on le voit, l'exemple qu'on peut donner, c'est bien sûr l'œuvre d'art. Pour juger que cette œuvre d'art précise est belle, eh bien, je vais avoir besoin d'une règle qui est produite par l'objet lui-même, qui ne préexiste pas. Je n'ai pas une règle qui dit que pour qu'un objet soit beau, pour qu'une œuvre soit belle, il faut qu'elle soit comme ça. C'est vraiment la production, enfin, l'œuvre elle-même qui va nous permettre de dire ah oui, c'est beau, enfin, on va dire c'est beau parce qu'il y a telle et telle caractéristique, mais ces caractéristiques, on les découvre avec l'œuvre. Les caractéristiques, la règle n'existe pas avant. Donc, ça veut dire que le jugement réfléchissant ne nous permet pas vraiment de connaître. C'est pas vraiment une connaissance comme dans le domaine scientifique. Donc c'est vraiment le jugement réfléchissant, c'est un jugement qui nous permet d'apprécier. C'est une appréciation, c'est pas un jugement de connaissance. Et donc c'est pourquoi la faculté de juger, elle est productrice, elle produit. Et donc ça veut dire que c'est un jugement qui est créateur. Qui est créateur. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas de principe a priori. On n'a pas de catégorie préexistante. On n'a pas de normes préexistantes. Et donc, on va ranger l'objet sous la règle qu'il a lui-même produite. Bon, mais le problème, c'est que Kant, lui, ce jugement réfléchissant, vous vous souvenez, il l'applique à deux choses, donc la beauté de l'œuvre d'art en particulier, et aussi il l'applique au jugement de finalité. L'œil est fait pour voir. C'est-à-dire, comment dire, le jugement réfléchissant, c'est uniquement quand on voit l'œil qu'on va pouvoir dire il est fait pour voir, mais on ne peut pas préalablement avoir une règle et ensuite ranger l'œil dessous. Comment dire, oui, c'est réfléchissant, donc c'est pas scientifique. C'est pas une démonstration, on ne peut pas faire une démonstration. On ne peut que constater d'une certaine manière. Dans le reste de la science, on peut faire des démonstrations, on peut dire, en physique, on va faire une démonstration, etc. En revanche, en biologie, on ne peut pas démontrer que l'œil est fait pour voir. Parce qu'on ne peut pas démontrer qu'il y a un Dieu qui existerait, qui aurait fait un plan, etc. On le constate en voyant les yeux, mais on ne peut pas le déduire de l'existence de Dieu, par exemple, puisqu'on ne peut pas prouver que Dieu existe. Bon, donc pour Kant, voilà, le jugement réfléchissant, il marche pour deux choses, pour le jugement qu'il appelle téléologique, donc le but, et pour le jugement esthétique.
Mais le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, hein, mais pour Hannah Arendt, en fait, ce jugement qui est autonome, elle va l'appliquer aussi au domaine politique. Puisqu'elle s'intéresse beaucoup à la politique, vous savez qu'elle a écrit notamment un ouvrage sur le totalitarisme. Et voilà, elle a beaucoup réfléchi sur la philosophie politique et puis avec la vie, les événements qu'elle a connus dans sa vie, on comprend qu'elle s'y soit intéressée. Donc, dans le domaine politique aussi, et dans le domaine éthique, moral, eh bien, ça marche de la même manière, le jugement. Donc, elle s'intéresse à la pensée de Kant, mais elle va avoir ses propres idées. Elle ne fait pas que expliquer voilà, comment était Kant. Donc, pour elle, le jugement est créateur, même dans le domaine politique et éthique. Alors, ça signifie que parfois, alors si on laisse de côté donc l'aspect esthétique et l'aspect donc biologique, téléologique, l'œil vu pour voir, si on laisse ça de côté, donc si on prend le domaine politique et moral, eh bien parfois il y a une absence de repères. On se trouve dans une absence de repères, il y a des bouleversements sociaux, historiques, et donc on ne peut pas se reposer sur le bon sens, sur le sens commun, ou non plus sur la tradition. Et d'ailleurs, on sait que souvent, justement, les totalitarismes essayent de faire table rase, tabula rasa, table rase, de toute la tradition pour faire un homme nouveau. C'est un peu le fantasme des dictatures et des totalitarismes de faire un homme nouveau en éliminant toutes les traditions. Donc il y a eu beaucoup d'efforts en ce sens, aussi bien dans la dictature, dans le totalitarisme soviétique, que dans les totalitarismes qu'on a trouvé en Asie également, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Chine, et bien sûr dans l'Allemagne nazie. Donc on essaye de supprimer tous les repères, toutes les normes préexistantes pour faire un homme nouveau. Par exemple, pendant l'ère soviétique, il y a eu un changement. Dans certains endroits, on a changé l'alphabet. Par exemple, l'alphabet cyrillique transformé en alphabet latin, ce qui fait qu'on n'a plus accès, les gens vont parler la même langue, mais la génération d'après n'aura plus accès à tous les textes antérieurs. Donc on essaie vraiment de faire table rase de toute la tradition. Et face à cette absence de repères, et bien justement, pour elle, le jugement, il est capable de produire de façon autonome, de produire des normes de façon autonome. Et parce que vous comprenez bien que si juger, c'est juste un jugement déterminant, il nous faut des règles préexistantes, et on va dire ce cas vient se ranger sous cette règle. Donc on sait ce qu'il faut faire. Ce cas-là, il va se ranger sous telle règle morale ou sous telle loi positive. Mais si on est dans une situation de bouleversement historique, de chaos, de bouleversement, si on est dans un cas où on a l'impression d'une nouveauté totale, on peut perdre les repères, ne plus avoir de règles, on ne sait plus à quoi se fier, à quoi se référer. Et bien justement, pour Hannah Arendt, le jugement est capable de produire des règles, y compris dans le domaine politique. Donc on n'a pas besoin de catégories préexistantes. On peut se fier à ce jugement qui est producteur, qui peut produire des règles, et comme ça on peut apprécier, on peut évaluer, estimer les actions humaines. Alors, d'abord, ton intervention, Pierre. Exactement, il est capable de produire des règles. Est-ce qu'il est seulement capable ou est-ce qu'il doit forcément... Ah ben oui, tu as raison de poser la question. Il doit forcément le faire si on est dans un vide conceptuel, on ne sait plus quoi faire, et donc on doit se fier à notre jugement, mais notre jugement donc, de type réfléchissant qui va produire des règles qui vont nous permettre d'estimer les actions humaines. Donc, en fait, alors, c'est pas ce qu'a fait Eichmann, visiblement, mais normalement, même si on nous dit que c'est un monde nouveau, qu'on veut créer un homme nouveau, qu'on ne peut plus se plier aux règles du monde ancien, etc., notre jugement, il devrait nous permettre d'apprécier à leur juste valeur les actions humaines. Si on nous demande d'exterminer des gens, des civils, des personnes âgées, des enfants, etc., des personnes non combattantes, on devrait avoir notre jugement qui va produire des règles qui va nous permettre d'estimer que cet acte n'est pas éthique, que cet acte n'est pas acceptable, normalement. Voilà. Donc c'est non seulement on peut, mais on doit. Et donc dans le domaine politique,
forcément que ce soit que des jugements réfléchissants? Alors, non, on peut imaginer qu'il y a des cas dans lesquels on a une règle et puis on ne fait qu'appliquer le... On peut imaginer que ça puisse se produire, mais quand même, globalement, effectivement, c'est surtout des jugements réfléchissants, c'est surtout nous qui sommes censés produire avec notre réflexion. Le jugement réfléchissant, c'est quand on réfléchit. Avec notre réflexion, produire les normes auxquelles on va se plier. Alors, vous vous souvenez que comment dire, Hannah Arendt reproche à Eichmann, ce n'est pas justement d'être un génie du mal, ce n'est pas d'être animé par un antisémitisme. En fait, il avait, mais bon, son étude pourrait marcher pour d'autres personnes. Ce n'est pas d'être un génie du mal. Et d'ailleurs, quand on le voit dans ce film, donc souvent les gens sont surpris de son aspect banal et il n'est pas impressionnant, on dirait un homme ordinaire si on le croisait dans la rue, mis à part le fait qu'il est animé de tics nerveux. Mais bon, à part ça, il a l'air un petit peu obsessionnel, mais c'est tout. Et donc, elle lui reproche de ne pas avoir réfléchi. Voilà, c'est ça qu'elle lui reproche. Alors, il y avait d'abord Capucine qui voulait intervenir. Oui, mais vous dites le domaine politique, mais est-ce que judiciaire, c'est particulier? Parce que, du coup, comment, par exemple, les magistrats, comment ils jugent? Alors, si c'est le cas où il n'y a pas de règles? Alors, bien sûr, dans le cas des magistrats, c'est plus simple, puisque là, les règles, elles existent. Donc voilà, dans le cas du domaine judiciaire, quand même, on a des règles et on se fie à ces règles-là. Et malgré tout, je pense que pour Hannah Arendt, elle pense quand même que le jugement, il est autonome, qu'il y a une certaine autonomie du jugement, au sens où on doit réfléchir, on ne doit pas purement, bêtement, mécaniquement appliquer une règle. Et d'ailleurs, c'est pas ce que font les magistrats dans le système français. Dans le système français, il y a une fourchette et le magistrat, la magistrate doit choisir, et donc en réfléchissant bien sûr. Il y a une part d'interprétation, de réflexion, c'est pas une application mécanique, à part pour les peines planchées, mais ça pose aussi beaucoup de polémiques et de tensions. Tu voulais ajouter quelque chose? Donc le génie du mal, c'est celui qui fait des jugements réfléchissants, mais mauvais, avec une mauvaise morale, alors que Eichmann, c'est celui qui ne fait pas du tout de jugements réfléchissants. Oui, elle reproche à Eichmann de ne pas réfléchir, effectivement. Ce qu'elle reproche à Eichmann, c'est de ne pas avoir réfléchi. Alors, est-ce que le génie du mal réfléchit? C'est une bonne question. Il ne réfléchit pas comme il faut, ça c'est sûr. Il ne réfléchit pas comme il faut. Bon, en tout cas, ce qu'elle dit, c'est qu'Eichmann, elle dit que Eichmann n'a pas voulu le mal par principe. Elle pense que le génie du mal, ce serait celui qui voudrait le mal par principe, qui voudrait faire le mal. Et elle dit que Eichmann n'est ni un Iago ni un Macbeth. Donc, alors, ça fait référence à des pièces de Shakespeare. Et Macbeth, vous vous souvenez, dans la pièce qui porte le même nom, donc, alors, Shakespeare. Elle se réfère à Shakespeare. Et donc en particulier dans la pièce Macbeth, je pense qu'on avait rappelé en classe de quoi il s'agit. Macbeth, c'est le second du roi Duncan, et au lieu de rester son second, poussé par sa femme qui est ambitieuse, qui veut le pouvoir et la richesse, il tue le roi et il prend sa place. Et donc après, ils vont être tous les deux animés de remords, mais donc il a en fait trahi son roi et son ami, puisqu'ils étaient amis. Donc il a trahi par amour, poussé par sa femme, bien sûr, qui l'a tenté, et par amour du pouvoir et de la richesse. Et donc ils deviennent fous, plus ou moins tous les deux, à cause de ça. Et donc Macbeth a voulu le mal, donc trahir le roi. Il a voulu ça pour le pouvoir, par égoïsme en fait, par égoïsme, par intérêt personnel, pour son bénéfice. Voilà, donc le problème, c'est... Alors, pour Hannah Arendt, Eichmann n'a pas fait ça pour son bénéfice, pour son intérêt, pour son propre plaisir. Il a fait ça par simple obéissance et parce qu'il n'a pas réfléchi. Et donc, la phrase utilisée par Hannah Arendt, c'est de dire qu'il a oublié que la politique n'est pas la nurserie. Alors, nurserie, on traduit en français par jardin d'enfants, mais c'est une traduction un peu vieillie, donc la nurserie. Et donc, c'était le terme qu'on employait pour désigner ce que nous, on appellerait la maternelle, enfin la crèche ou la maternelle. Vous voyez? Et donc, la politique n'est pas la nurserie, ça veut dire que les enfants de maternelle, on ne leur demande pas de réfléchir, d'avoir une réflexion autonome. On leur demande effectivement d'obéir aux adultes. Mais dans la politique, on est tous du moment qu'on est majeur, on est tous des adultes et on devrait tous justement réfléchir.
on ne devrait pas se fier à quelqu'un de supérieur, comme Eichmann l'a fait, d'après ce qu'il dit, avec Hitler. Donc, le crime d'Eichmann, c'est d'avoir purement obéi, de s'être placé en situation agentique et de ne pas avoir évalué ses propres actions avec son propre jugement. Il aurait fallu qu'il utilise son jugement et il ne l'a pas fait, d'après Arendt. Alors encore une fois, même si ce raisonnement ne vaut peut-être pas pour Eichmann, il peut valoir pour d'autres acteurs qui, eux, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas, il y avait beaucoup de gens antisémites bien sûr à l'époque en Allemagne, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas antisémites, ou en tout cas pas du tout à ce point-là. Ils avaient peut-être des préjugés antisémites, et ils n'auraient pas voulu exterminer des femmes et des enfants dans des conditions atroces, etc., à grande échelle. Donc ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir, d'être restés des rouages, donc c'est la théorie du rouage. Ils se sont présentés comme des rouages, c'est-à-dire qu'ils ont fait une petite action qui semble anodine, mais s'ils avaient réfléchi, ils auraient eu la vision d'ensemble, et ils auraient vu qu'ils participaient à une action, très, très grave. Ils n'en ont pas pris conscience. Donc, alors, ce qu'elle... voilà, j'espère que c'est clair. Alors, elle prend, donc Hannah Arendt prend ce concept de jugement réfléchissant, elle le transpose, elle le prend dans le domaine esthétique et biologique, et elle le transpose dans le domaine politique, et elle prend également l'idée chez Kant, elle prend également l'idée de désintéressement. Alors vous vous souvenez, le désintéressement, c'est pas l'intérêt, c'est pas le désintérêt. Le désintérêt, c'est quand on s'intéresse à un livre, par exemple, et puis après, on s'en désintéresse, c'est-à-dire on s'y intéresse plus. Alors que le désintéressement, c'est le fait de ne pas être intéressé, pas au sens où on n'a aucune excitation, aucune envie d'apprendre, mais voilà, c'est... Ne pas tirer profit. Voilà, c'est ça. Le désintéressement, c'est le fait de ne pas tirer un profit personnel de l'action en question ou de la chose en question. Donc, elle reprend ce concept de désintéressement, le fait d'être désintéressé, mais elle le prend d'une façon un petit peu différente. Alors, pour elle, le désintéressement, c'est la condition du jugement. Alors, chez Kant, c'était dans le domaine esthétique, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, pour qu'un jugement soit vraiment purement esthétique, il faut qu'il soit désintéressé. C'est-à-dire, si on dit qu'un tableau est beau, il ne faut pas le confondre avec l'agréable. Donc si un tableau nous plaît parce qu'il représente de la nourriture et on a faim, donc c'est pour ça qu'on est attiré par ce tableau, parce que ça évoque pour nous le fait de manger, ça, c'est pas esthétique. De la même manière, si on est attiré par la vue d'un corps nu parce que on a envie d'avoir un acte sexuel avec cet individu, eh bien ça, c'est pas désintéressé. Pour que ce soit un jugement vraiment esthétique, il faut qu'il soit désintéressé, qu'on n'attende aucun bénéfice. Donc si on regarde un palais, si on trouve le palais beau, ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on possède ce palais ou qu'on va acheter ce palais ou qu'on aimerait bien habiter ce palais, qu'on aimerait avoir le plaisir de le posséder. Si on le trouve beau, on le trouve aussi beau qu'il nous appartient ou pas. Esthétiquement, il reste le même. Il a les mêmes qualités esthétiques, qu'il soit à nous ou pas, qu'on puisse en bénéficier, en jouir ou pas. Donc le plaisir esthétique, il est désintéressé chez Kant. Il doit être désintéressé, c'est la condition du jugement esthétique. On ne doit pas en attendre un bénéfice, on ne doit pas vouloir manger la pomme, on doit regarder uniquement ses couleurs, les formes, etc. Bien. Pour Hannah Arendt également, il y a, comment dire, elle reprend cette exigence d'impartialité, mais elle le détourne un petit peu, elle la détourne un petit peu. Alors, déjà, elle explique que c'est une impartialité qui est relative. Parce qu'on ne peut pas avoir une neutralité parfaite par rapport au sujet. On ne peut pas se prétendre totalement neutre, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre avoir une position surplombante. Alors ça, c'est une idée aussi des phénoménologues. On n'a pas une position surplombante, c'est-à-dire qu'on est dans le monde. On n'est pas
au-dessus du monde, comme si on était au-dessus d'une carte routière, par exemple. On en fait partie du monde. Donc forcément, on a des préférences, des tendances, enfin, on n'est pas complètement déconnecté du monde. Donc, alors pour elle, ce qu'elle appelle l'impartialité, c'est pas ce point de vue surplombant où on prétendrait être hors du monde. L'impartialité, ça consiste à tenir compte du point de vue des autres. Donc elle dit que on accède, donc ça c'est une citation, donc dans le livre que j'ai mentionné, donc Vous jugez, de 1982, elle dit on accède à l'impartialité en prenant en compte le point de vue des autres. On accède à l'impartialité en prenant en compte le point de vue des autres, point virgule, et elle ajoute l'impartialité ne résulte pas d'une position supérieure qui, parce qu'elle se situe complètement hors de la mêlée, alors vous savez la mêlée c'est comme un rugby, tout le monde pousse dans son sens, donc qui, parce qu'elle se situe complètement hors de la mêlée, virgule, trancherait la querelle. Fin de citation. Trancherait la querelle. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une neutralité parfaite. Quand on juge, en fait, que ce soit dans le domaine, pour le coup, politique, judiciaire, enfin politique, morale ou même judiciaire, on ne peut pas prétendre avoir une neutralité parfaite. C'est-à-dire qu'on va aboutir, quand on juge, on doit chercher à atteindre un point de vue général, mais on ne peut pas atteindre un point de vue universel. Voilà. Quand vous avez, il insiste beaucoup sur l'universalité, et quand on juge du point de vue esthétique, eh bien on doit atteindre une universalité, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir penser comme nous, ceci est beau, ou bien ceci n'est pas beau. Alors que là, voilà, on a un jugement général, c'est-à-dire que plus on prend en compte le point de vue des autres, plus on atteint à une grande généralité. Mais on ne peut jamais avoir un point de vue parfaitement, totalement universel, parce qu'on est toujours un petit peu partial. Enfin, on a un point de vue général quand on juge. Lorsque nous jugeons, on a un point de vue général. Alors, on doit se libérer de la partialité qui est liée à des intérêts immédiats. Donc, elle dit aussi ça dans le livre. Donc, on doit se libérer de la partialité que suscitent des intérêts immédiats. Donc, on doit se libérer de la partialité qui est liée à notre situation dans le monde. À notre situation dans le monde. Et du rôle qu'on joue dans le monde. Si on est chef d'entreprise ou si on est le rôle qu'on a dans le monde. Donc la situation et le rôle qu'on a dans le monde, mais on ne peut pas avoir une universalité qui nous permettrait de faire des jugements a priori. Le jugement a priori, ce serait, on n'a même pas besoin, on saurait déjà d'avance, avant toute expérience, on pourrait juger. Alors que là, le jugement, il essaye de tenir compte des points de vue des autres, et c'est une définition un peu réaliste, un peu empirique du jugement, c'est-à-dire on a un point de vue qui est général mais qui ne peut pas être universel. Voilà. J'espère que c'est clair. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vais vous libérer et puis je vous dis à demain. Alors ça va, vous êtes en forme? Il faut garder la forme jusqu'au bout. Hein. Il ne faut pas attraper à monomoquer. Ah oui, bien sûr. Pas de gourde, attention. Vous avez bien travaillé pendant les vacances? Oui. Vous êtes reposé quand même?